Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Tassy. Donc, Pascal Tassy est professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle. Il est paléontologue, spécialiste des mammifères et de leur évolution. Et aujourd'hui, il va nous parler d'arbres phylogénétiques, donc, qui sont, je pense que vous le savez, ces arbres qu'on peut comparer à des arbres généalogiques du vivant qui permettent de figurer les relations de parenté entre les espèces, et que Pascal Tassy appelle, je crois, de cette très poétique formule, les arbres à remonter le temps, qui est une formule que j'aime beaucoup. Donc je vous laisse avec lui, et je crois qu'il va essayer de répondre à la question: le hasard est-il caché dans l'arbre phylogénétique? Merci beaucoup. Alors, pour répondre à cette question, je suis remonté aux sources, autant aux sources des arbres que du hasard, et on va commencer par les arbres. En fait, la construction des arbres est vénérable, elle a 2 siècles, un peu plus de 2 siècles. Elle est le premier arbre du vivant publié dans l'histoire, est celui de Jean-Baptiste Monet de Lamarck. Donc vous le voyez ici, donc, publié en 1809, Lamarck professait la transformation des espèces au muséum. Et cet arbre montre, par exemple, que les mollusques sont à l'origine des poissons et des reptiles, qui eux-mêmes sont à l'origine des oiseaux et des mammifères. Tous les arbres qui ont été publiés ensuite, au cours des 2 siècles, sont en fait les descendants de cet arbre. Et si cet arbre-là, il est erroné, il est fautif par bien des aspects, c'est quand même l'arbre pionnier. Ensuite, la véritable apparition d'un arbre moderne, c'est-à-dire d'un arbre qui est celui qui est pratiquement construit par les constructeurs d'arbres d'aujourd'hui, c'est celui de Charles Darwin, qui est donc publié 50 ans plus tard, qui est au centre de l'image, et qui montre comment, à partir d'une souche, d'une espèce ancestrale A, eh bien, on peut dénombrer au fil des générations et du temps géologique ce qui, à un moment donné, est représenté par 8 espèces. Autrement dit, l'arbre est une diversification, une succession de branchements. Et cet arbre qui est théorique, c'est un modèle qui ne prend pas un exemple sur un groupe de classification quelconque. Cet arbre va être appliqué, ce modèle va être appliqué quelques années plus tard. Et donc, 2 auteurs se remarquent. La même année, le français Albert Gaudry, qui est paléontologue, publie plusieurs arbres appliquant le modèle de Darwin. Ici, vous avez en haut à droite l'arbre des chevaux, selon Albert Gaudry. Donc, tout se passe au niveau des espèces. Ou bien vous avez des arbres un peu plus métaphoriques. Là, en bas, vous avez l'arbre de Ernst Haeckel, qui représente la totalité du vivant. Donc, c'est un arbre qui, du point de vue esthétique, s'écarte un petit peu du modèle de Darwin. Et depuis, les arbres ont été utilisés un peu comme des scénarios, ils racontent une histoire, ils racontent l'histoire du vivant, et donc en fait, ce sont devenus progressivement des scénarios. Le plus célèbre, c'est celui de George Gaylord Simpson, qui publiait en 1951 l'évolution du cheval, qui existait déjà d'ailleurs presque dans cette forme-là au XIXe siècle. Mais en fait, là, Simpson ajoute la dimension écologique, les chevaux qui brodent des feuilles, les chevaux qui paissent de l'herbe. Et cet arbre, il est reproduit au fil des décennies, encore aujourd'hui, dans nombre d'ouvrages consacrés à l'évolution. Alors, pour ce qui est du hasard, le hasard, bon, évidemment, on le fait toujours remonter à Démocrite, qui pense que le hasard est à l'origine de tout dans l'univers. Donc Démocrite, que vous voyez ici sur le logo de l'université Démocrite de Thrace en Grèce. Démocrite, question de génération, moi j'ai appris l'existence du hasard et de la nécessité avec le livre de Jacques Monod de 1970. Et Monod cite Démocrite. En fait, il cite une phrase qui est attribuée à Démocrite, mais qui n'a jamais été, pense-t-on, dite telle que par Démocrite. Tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité. Ce qu'a dit Démocrite, donc, c'est que le hasard et les liaisons fortuites sont à l'origine de tout dans notre monde. Alors ce tout, évidemment, contient la biologie, mais il n'y a pas d'exemple choisi par Démocrite qui touche au monde biologique. Donc dans le vivant, il n'y a pas les tourbillons de Démocrite ne sont pas appliqués au vivant.
Bon, Monod n'a pas été le premier à reprendre quand même ce binôme, hasard et nécessité. On le trouve par Julien-Joseph Viré, Frédéric Gérard, donc deux naturalistes du XIXe siècle. Alors Viré est l'auteur notamment d'un ouvrage d'anthropologie qui, au début du XIXe siècle, s'il était réédité aujourd'hui, enflammerait les réseaux sociaux. Et Viré a dit, en réfléchissant sur l'harmonie des formes dans le monde de la biologie, il pense qu'effectivement le hasard et la nécessité, il écrit « Les atomistes pensent que le hasard et la nécessité, avec raison, sont le père et mère de tout dans le monde. » Et pourtant, ailleurs, il dit que le hasard, rien n'est le résultat du hasard. Et tout est lié à la rencontre nécessaire de lois de causes multiples. Donc en fait, Viré est très certainement plus sensible à la nécessité qu'au hasard. Frédéric Gérard est un naturaliste qui est le premier à avoir utilisé l'expression théorie de l'évolution des organismes dans le sens moderne. Il, lui aussi, se pose des questions sur le hasard. Il ne pense pas que le hasard soit à l'origine de quoi que ce soit dans le vivant, mais enfin, il penche plus pour la nécessité et il pense que le vivant évolue de façon arbustive par branchement et séparation, et il pense que c'est le résultat de la rencontre de lois diverses, mais qui sont fixes, et d'autre part dans un environnement qu'on pourrait qualifier avec un langage moderne de contraignant, ce qui fait qu'il s'approche un petit peu de la notion de hasard telle qu'elle va être exposée de façon scientifique par Augustin Cournot, qui est le premier à expliciter ce que c'est que la théorie des probabilités. Et pour lui, donc, le hasard est en fait la rencontre de deux séries causales indépendantes. Cela crée l'événement. Et on peut lire d'ailleurs cette présentation chez Aristote déjà, qui aborde la question de la rencontre fortuite de deux séries causales dans le livre 2 de la physique. Autrement dit, on en revient toujours au IVe siècle avant notre ère. L'arbre, depuis les images que je vous ai montrées au début, a un peu changé de forme, encore qu'il se rapproche beaucoup du schéma darwinien de 1859. Les arbres phylogénétiques d'aujourd'hui sont des arbres structurés, argumentés. La première image qui représente la méthodologie phylogénétique moderne a été publiée en 1957. Elle n'a été remarquée qu'une dizaine d'années plus tard, et sa mise en forme algorithmique est encore plus tardive. Alors j'ai mis une feuille de tilleul avec les fruits du tilleul à côté pour vous montrer que ce qui compte en phylogénie, ce n'est pas de comparer les ressemblances générales entre les êtres, mais des ressemblances spéciales, c'est-à-dire les ressemblances qui sont liées à la phylogénie, à la parenté, à l'ascendance commune. Autrement dit, dans le schéma de gauche, on peut espérer découvrir l'ascendance commune de deux espèces C et D si l'on trouve un caractère transformé par l'évolution, le caractère 3 en l'occurrence, qui est noir à l'état dérivé. Et de la même façon, on peut envisager que B, C et D sont liés par une ascendance commune si les trois espèces partagent le caractère transformé 1, lui aussi dessiné en noir. Autrement dit, si l'on reprend l'image du tilleul, ce n'est pas parce que les deux graines qui sont en haut à droite sont proches qu'elles sont véritablement apparentées. Au contraire, c'est les deux graines les plus éloignées qui sont apparentées, comme le montre la tige commune qui correspond au développement de cette graine. Ce schéma, c'est vraiment la présentation la plus simple de la réflexion phylogénétique qui fait que l'on comprend que la phylogénie, c'est une structure de subordination de groupes en fonction du degré d'ancienneté des ascendances communes. Alors que pendant très très longtemps, la phylogénie était considérée comme une manière de raconter une histoire, mais sans obligatoirement en passer par une stratégie, un processus d'identification du degré d'évolution des différents caractères que l'on peut observer chez les espèces. Alors quelquefois, justement, le regroupement par filiation aboutit à des bizarreries, comme vous voyez ces deux poissons, les 10 poissons
qui ne sont pas apparentés, alors que l'un d'entre eux, qui est un dipneuste, est apparenté à la vache. Cela veut dire que l'ancêtre commun du dipneuste et de la vache n'est pas en même temps l'ancêtre commun d'un goujon ou d'un saumon. Cela veut dire aussi que les animaux terrestres dérivent de formes ancestrales aquatiques. Et rien de plus, mais ce qui est déjà un constat qui fait éclater le concept de ressemblance. Alors, tout dans l'évolution est lié à la transformation des caractères. Il y a deux façons de voir cette transformation chez différentes espèces. Ou bien la transformation est liée à une ascendance commune, ou bien elle n'est pas liée à une ascendance commune, c'est-à-dire qu'elle est apparue indépendamment. Par exemple, si l'on regarde des mammifères qui sont retournés à la vie aquatique, bien on peut observer un caractère, la palette natatoire antérieure, qui est une transformation du membre marcheur des animaux terrestres, que l'on peut voir chez une baleine, la baleine chez un morse ou bien chez un lamantin. Et on pourrait être tenté de dire, voilà, on a un groupe de mammifères aquatiques, et en fait, cela n'est pas dû à une ascendance commune, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon des phylogénéticiens, une homoplasie, ce qui s'oppose à une homologie. Homologie, c'est la ressemblance, que ce soit une similitude ou pas, hein, la ressemblance, il faut la voir au sens très large, une ressemblance qui est liée à une ascendance commune. Le problème, c'est que, par nature, l'homoplasie ou l'homologie, en fait, reviennent au même. C'est simplement un problème d'optimisation du caractère, c'est-à-dire du placement, si vous préférez, du caractère dans l'arbre en général. Donc là, je n'ai pas dessiné d'arbre, donc on peut penser que ou bien on a une ascendance commune aux trois, ou bien trois ascendances, et si l'on rajoute des formes terrestres qui sont apparentées à ces différents groupes, on s'aperçoit que ce qui était une homoplasie pour ce qui est de la baleine devient une homologie si l'on rajoute un dauphin, un marsouin, ou bien si l'on rajoute le dugong à côté du lamantin en bas. Donc les homologies, les homoplasies, en fait, ne diffèrent que par la géométrie, la structure de l'arbre, c'est-à-dire par le résultat de la mise en forme, de l'analyse, de la congruence des caractères, la congruence, c'est-à-dire la superposition des images géométriques portées par chacun des caractères. Donc là, j'ai rajouté deux formes terrestres qui sont apparentées aux animaux aquatiques. On pourrait rajouter au centre un phoque à côté du morse et rajouter un chat ou un chien comme groupe apparenté à l'un et à l'autre. Donc vous voyez, l'homologie et l'homoplasie, on a du mal à les considérer comme deux séries causales indépendantes, dans la mesure, en fait, elles ne deviennent telles qu'à l'issue de la mise en forme de l'arbre. Alors ces arbres, la production contemporaine des arbres phylogénétiques épouse cette façon de raisonner, même si on peut présenter ces arbres sous la forme de scénarios. Alors les scénarios, ils sont très très nombreux dans la littérature. J'en ai sorti un qui est dû à Julian Huxley, qui est l'un des fondateurs de la théorie synthétique de l'évolution, ou synthèse moderne, qui est en fait le paradigme dans lequel ont travaillé les biologistes du XXe siècle. Et cet arbre-là, c'est un arbre qui ne fait pas la place au hasard, au contraire, il a été dessiné comme étant une critique de l'évolution vue comme un chaos. Ce n'est pas un chaos, elle est orientée, elle est dirigée vers, ici, évidemment, j'ai choisi les primates pour vous montrer que tout est dirigé vers les hominidés en haut, qui sont passés par différents stades évolutifs, de stade insectivore au stade psychozoaire, qui est spécifique à l'homme, un terme inventé par Huxley. Donc c'est en fait un scénario idéologique qui montre que l'évolution est un progrès. C'est une vision progressiste de l'évolution. Alors, ces deux schémas sont contemporains. L'un est une histoire donc, que je qualifie volontairement idéologique à droite, et l'autre est une stratégie d'élucidation de quelque chose qui tient de la réalité. On espère toujours en science s'approcher de la réalité par le passage obligé vers une réflexion sur le niveau d'évolution des caractères, et jusqu'à présent, caractères morphologiques, mais nous viendrons à d'autres types de caractères dans un instant. Alors, ces cladogrammes sont utilisés, comme on le faisait
dans le passé, lointain même, comme à la base de scénarios qui racontent une histoire. Alors à gauche, vous avez une histoire qui est le développement de la trompe chez les éléphants à partir de formes éléphantines, c'est-à-dire apparentées aux éléphants, mais qui n'ont pas de trompe, ce qui est d'ailleurs un peu contre-intuitif, puisque l'ordre auquel appartiennent les éléphants s'appelle les proboscidiens, c'est-à-dire les porteurs de trompe. Eh bien, les premiers porteurs de trompe n'avaient pas de trompe. Ou bien vous avez à droite une histoire qui est l'aile des oiseaux, qui dérive d'une main assez particulière de certains dinosaures, notamment les fameux raptors, qui sont, je pense, les dinosaures les plus populaires chez les gamins d'aujourd'hui, grâce à Jurassic Park. Et donc, les raptors, c'est le fameux droméosaure, qui est très, très proche parent des oiseaux. Et donc là, dans le détail, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, la structure du carpe se transforme chez ces raptors. Et l'état transformé le plus poussé de cette main, c'est la main des oiseaux qui se transforme in fine en aile. Donc on peut raconter des scénarios, mais on ne les raconte qu'une fois que l'on a construit ce qu'on appelle un cladogramme. Un cladogramme, c'est-à-dire un schéma de parenté qui représente des clades. Et les clades, c'est quoi? C'est des communautés de descendance, aurait dit Darwin, des communautés de descendance qui rassemblent les descendants d'une espèce ancestrale, tout simplement. Voilà, alors ça c'est un schéma contemporain de l'évolution des mammifères qui est détaillé d'ailleurs au niveau des placentaires. Et on peut s'amuser à replacer l'exemple du membre antérieur transformé en palette natatoire en bas, au centre et en haut du schéma. Il est très très simplifié cet arbre, mais il est assez compliqué au niveau si l'on veut essayer d'élucider les détails. Mais on peut le compliquer en développant les marsupiaux, qui ne sont pas développés ici, en développant les monotrèmes. Enfin bref, tout ce qu'on peut dire, c'est que depuis 200 millions d'années, vous avez une évolution extraordinaire donc, de ces mammifères, et notamment des placentaires. Et ce qui intéresse le phylogénéticien, et notamment le paléontologue qui a à sa disposition des caractères anatomiques, morphologiques, c'est ce qu'on appelle l'optimisation, c'est-à-dire de situer au niveau des dichotomies, c'est-à-dire des ascendances communes, les caractères pertinents. Alors, ce que je viens de vous dire du point de vue de l'algorithmique de cette façon de travailler, j'ai utilisé le terme de congruence, qui est un terme tiré de la géométrie, qui est le terme initial proposé par l'inventeur de cette méthodologie, qui était un entomologiste allemand, Willy Hennig. Le terme le plus courant pour désigner l'algorithmie qui fonctionne pour la construction de ces arbres, c'est la parcimonie. Alors la parcimonie, pourquoi? Parce qu'on minimise les transformations au cours de l'évolution. Minimiser les transformations, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maximiser les caractères dus à l'ascendance commune. Et c'est justement ce qu'on cherche, identifier des ascendances communes. Donc, on pourrait s'arrêter là et dire que tout est bien, tout cela convient aux phylogénéticiens, et dire qu'en fait, là-dedans, il n'y a pas de place au hasard, puisqu'en fait, tout est lié à une sélection de caractères dont l'émergence est reconnue comme étant liée en partie au hasard, mais les contraintes environnementales, les contraintes de développement, enfin les contraintes sont multiples, le hasard et la nécessité de mono font que le résultat, l'arbre, lui, n'est pas porteur de hasard. C'est-à-dire il est porteur d'incertitude, de certitude, il est porteur de résolution ou de non-résolution, mais pas de hasard. Le hasard se situe en amont, au niveau des mécanismes. L'arbre, le cladogramme, ne vous dit pas pourquoi les caractères sont apparus comme ils sont apparus. Le cladogramme vous dit ce caractère-là est apparu dans ce clade-là. Sauf que aujourd'hui, la majorité des arbres, comme cet arbre des animaux, si vous préférez par les savants, vous dites des métazoaires, enfin c'est synonyme, l'arbre des animaux ici, il a été reconstruit à partir de caractères moléculaires. La très grande majorité des arbres phylogénétiques publiés aujourd'hui sont d'origine moléculaire. Les algorithmes utilisés en biologie moléculaire pour construire des arbres sont différents du mode de raisonnement que je viens de vous indiquer à l'instant. Et ces algorithmes
d'une certaine manière, il faut intervenir, cette fois, le hasard par l'intermédiaire des probabilités, puisque les probabilités font entrer le hasard dans la science, c'est leur définition même, pourrait-on dire. Et pour quelle raison? Donc le schéma de droite vous donne l'une des clés pour comprendre pourquoi on ne se contente pas d'une minimisation des transformations en matière moléculaire. Vous allez comparer deux gènes, ou plusieurs gènes, chez différentes espèces. Alors on va prendre deux espèces, X et Y. On va prendre l'idée qu'elles sont apparentées, ces deux espèces. OK. Et qu'en réalité, ces deux espèces portent les mêmes nucléotides. Donc là, on est au cœur de la structure de l'ADN. Vous avez 4 lettres, AGCT, les 4 bases qui forment les 4 nucléotides qui forment l'ADN, l'adénine, la guanine, la thymine, la cytosine, les briques du vivant, si vous voulez, qui codent pour des protéines ou pas, mais enfin, c'est toujours les mêmes structures de base. Et il n'y en a pas d'autres. Autrement dit, vous avez une information qui est stéréotypée, vous ne sortez pas de ces 4 nucléotides, mais lorsque vous identifiez le même nucléotide chez des espèces, vous pouvez dire que c'est vraiment le même. Une adénine, c'est une adénine, qu'elle soit portée par une éponge dans tel site du génome ou par une girafe, c'est une adénine. Mais du point de vue historique, est-ce que c'est le même événement, ce partage de l'ADN? Alors, le problème du côté pratique du moléculaire, c'est qu'il est stéréotypé. Et si vous comparez des êtres qui ont divergé depuis 100, 150, 200 millions d'années, qui ont muté plusieurs fois, 4, 5, 6 fois, qu'un site dans le génome mute 6 fois au cours de 150 millions d'années, n'a rien d'extravagant. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, l'évolution va nécessairement repasser les plats, puisque vous avez 4 états potentiels et pas plus. Je mets de côté les insertions et délétions. On y reviendra. Autrement dit, là, vous avez une adénine qui va se transformer en cytosine, puis un peu plus tard en guanine, thymine, à nouveau en cytosine, et puis même scénario chez Y, et à la fin, vous avez 2 cytosines. Donc, quand vous allez observer, par comparaison des espèces, la cytosine, vous allez dire, les 2 espèces sont apparentées parce qu'elles partagent une cytosine, mais en fait, le partage, il est fortuit. Donc là, vous allez avoir la bonne solution, mais pour de mauvaises raisons. Vous pouvez multiplier les modèles en disant, finalement, les 2 espèces sont apparentées, mais en fait, elles ne partagent pas le même nucléotide, etc. Donc vous voyez la difficulté du traitement du moléculaire. Le moléculaire, il remplace le morphologique dans l'arbre des vivants pour une raison évidente, c'est que lorsque vous faites une comparaison entre des vertébrés, par exemple, et des éponges, des mollusques, la morphologie va vite être épuisée en termes de caractères accessibles. Le moléculaire, non. Mais le moléculaire, il s'épuise d'une autre manière, il s'épuise avec cette information stéréotypée. Et donc, on va introduire des algorithmes probabilistes qui vont contraindre l'arbre par des hypothèses, des modèles d'évolution qui vont favoriser tel type de substitution par rapport à tel autre. C'est-à-dire, on pense que des substitutions sont plus vraisemblables que d'autres, et donc celles-là, on va les minimiser parce que les moins vraisemblables, si elles sont observées chez différentes espèces, ont plus de poids si l'on veut construire l'arbre. Et donc, les arbres moléculaires sont construits, qu'on les appelle maximum de vraisemblance ou arbres bayésiens, peu importe, c'est des algorithmes un peu différents, mais tous probabilistes, vont construire des arbres où on peut imaginer que le hasard rentre en ligne de compte. Mais en fait, c'est un hasard qui est, une fois de plus, contraint. Parce qu'il est contraint dans la mesure où on a, pour sortir du signal de ce bruit dont on peut craindre qu'il soit omniprésent lorsqu'on construit l'arbre que je vous montre actuellement, qui est l'arbre de la totalité des vivants, eh bien, s'il n'y a pas de contrainte, on va rencontrer un grand nombre de nœuds, d'ascendance commune dans ce schéma, non résolus. Bon, alors la non-résolution, pour certains auteurs, c'est un problème, pour d'autres, ce n'est pas un problème.
c'est un problème pour publier des articles non résolution, mais ce n'est pas un problème scientifique. Et là, c'est un autre domaine, on frise la sociologie de la science. Est-ce que pour autant on a fait rentrer le hasard dans les arbres? On a fait rentrer une autre forme de hasard qui, finalement, évalue la solidité de la parenté en fonction, justement, de ces contraintes d'évolution moléculaire. Autrement dit, en construisant des cladogrammes à partir d'un algorithme de parcimonie, pour reprendre une expression de l'épistémologue Karl Popper, on émet une hypothèse d'existence, qui reste une hypothèse d'existence, existence de tel clade. Si l'on introduit un algorithme probabiliste, on émet une hypothèse de fréquence, qui reste une hypothèse de fréquence. Donc finalement, est-ce qu'il est légitime de mettre d'un côté l'absence de hasard du côté de la morphologie et la présence de hasard du côté du moléculaire? On peut en discuter. D'ailleurs, si l'on lit un petit peu la littérature moléculaire, on s'aperçoit que nombreux molécularistes préfèrent des structures un peu plus complexes que la pure substitution des nucléotides. Ils aiment beaucoup des insertions assez importantes à l'intérieur d'un gène qui font que ces insertions spectaculaires, si l'on peut dire, sont plus considérées comme étant signes d'un véritable événement, qui soit donc moins touché par le bruit, le hasard. Et donc on retombe finalement sur une réflexion de type hypothèse d'existence. Autrement dit, dans les deux cas, je serais tenté de dire que l'arbre phylogénétique, par le biais de son hypothèse fondamentale qui est l'hypothèse d'ascendance commune, est l'anti-hasard. Alors, je n'ai pas l'impression d'avoir jamais compris complètement l'épistémologie du hasard dans les sciences de la vie. C'est une réflexion sans fin, à mon sens. En revanche, tout ce que j'espère, c'est que de vous avoir permis de saisir au vol une ou deux choses importantes à retenir en matière d'arbre phylogénétique et de sa construction. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, est-ce que dans votre domaine on étudie, est-ce que ça a une place, l'ADN mitochondrial? La place de l'ADN mitochondrial? Ah oui, certaines phylogénies, et nombreuses dans le monde moléculaire, sont fondées sur l'ADN mitochondrial, parce que c'est un petit génome qui, au début des analyses moléculaires, la génomique de la totalité du génome était hors de portée. En revanche, le petit génome porté par les femelles était plus accessible. Donc c'est une information partielle, puisque c'est celle d'un héritage par le biais des femelles, du biais féminin. C'est une information souvent pertinente. Je ne dis pas qu'elle est meilleure ou qu'elle est déficiente et totalement supplantée par les analyses génomiques qui ont aussi leur biais. Souvent, on présente le fait que la totalité, plus on s'approche de la totalité, plus proche on est de la réalité. Mais encore faut-il avoir les outils de traiter la totalité. Et si l'on va au fond, le problème des publications d'aujourd'hui, je ne voudrais pas aborder trop la sociologie de la science, les publications d'aujourd'hui, c'est que si vous voulez aller au fond de la technique utilisée par les auteurs, il faut aller au-delà de la lecture de l'article, il faut aller dans les suppléments qui souvent ne sont accessibles qu'aux abonnés. Donc c'est toute une affaire pour essayer d'aller véritablement au fond des choses dans les manipulations obligatoires qu'il y a lorsque l'on fait des comparaisons de génomes colossaux. Bon, j'en parle à mon aise, j'ai fait de la biologie moléculaire à propos d'éléphants pour contrôler les caractères morphologiques, mais je suis un morphologiste. Je ne me présenterai pas je n'aurais pas le culot de me présenter comme un biologiste des molécules. Je suis un paléontologue.
est-ce que, si j'ai bien compris, est-ce que ce sont les problèmes actuels liés à la méthode donc phylogénique actuelle utilisée qui fait que quand on lit des journaux comme Pour la Science de cette extrême vulgarisation, on entend parler par exemple du chien vivrain, le fameux tanuki japonais qui change de place, qui serait plus proche. Une fois on nous dit qu'il est plus proche du raton laveur, et puis finalement non, il est plus proche du chien. Quelque chose comme ça. Est-ce que c'est lié à ça ou à ce genre d'annonce qui viennent se... Voilà. En fait, c'est lié en partie à l'approche utilisée. Vous faites des comparaisons de gènes. Donc vous avez une solution avec quelques gènes, et puis vous allez avoir un peu plus de gènes, et vous allez changer votre arbre. Ou bien vous avez un arbre morphologique qui est en contradiction avec un arbre moléculaire qui vient de sortir. D'ailleurs, la plupart du temps, donc, les molécules, à ce moment-là, sont présentées comme venant finalement expliquer mieux l'arbre phylogénétique morphologique qui est tombé en désuétude. Et puis, il va y avoir un auteur qui va utiliser des séquences répétées ou bien des insertions importantes, des transposons, enfin bref, ce qui est peut-être lié à des événements plus rares, et qui va détruire l'hypothèse moléculaire précédente. Alors, lorsque vous arrivez avec de nouveaux gènes, de nouvelles analyses à conforter une hypothèse, ça va faire nettement moins augmenter le tirage d'une revue de vulgarisation, parce que ça reste dans le milieu, puisque en fait la science fonctionne par réfutation des hypothèses. L'hypothèse doit être réfutable. Si elle n'est pas réfutée, on la garde. Depuis le temps qu'on parle de mammalia, jusqu'à présent, les mammalias sont un clade. Quoi qu'on fasse, ça sort toujours. Les différents mammifères sont ensemble. Bon, pour l'instant, donc, on considère qu'il y a une réalité qui s'appelle les mammifères. Bon. Mais dans le détail, après, au niveau des carnivores, à l'intérieur des carnivores ou bien dans d'autres groupes, on peut avoir des zones fluctuantes. Alors, quand une zone fluctuante est fixée et qu'à force, elle reste fixée, c'est satisfaisant pour les scientifiques, mais ça ne va pas faire la une en disant « Ah, finalement, on vient une fois de plus de conforter cette hypothèse qu'on a essayé de détruire. » Alors, en revanche, quand une hypothèse est détruite, là, on peut tout de suite la mettre en épingle. C'est un peu comme en paléontologie, quand on trouve le plus ancien hominidés, on a droit à Nature, et puis le plus ancien va devenir moins ancien qu'une nouvelle découverte, et on aura droit à nouveau à la couverture de Nature. C'est ça. Bon, c'est un peu comparable. Donc, ce qui intéresse le professionnel n'est pas forcément ce qui intéresse l'éditeur. Moi, j'ai entendu parler d'arbres phylogénétiques construits à partir de données qui sont non morphologiques mais comportementales. Et donc, ça se rapproche peut-être plus en fait de la méthode qui a votre préférence, parce qu'en fait, c'est quand même des caractères, c'est quand même des traits qui sont étudiés, mais des traits comportementaux. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que vous avez déjà travaillé sur ce type d'arbre? Je n'ai pas travaillé sur des arbres qui utilisent des caractères comportementaux, mais j'en ai tenu compte aussi. C'est-à-dire que ça existe. Il y a des productions aussi bien dans le monde des insectes que dans le monde des mammifères. J'ai un excellent collègue au Muséum de Toulouse là, qui travaille sur l'éthologie des ruminants et qui a construit des cladogrammes à partir de caractères éthologiques. Vous avez également des comparaisons de phylogénie d'araignées à partir des caractères morphologiques des araignées, et puis une phylogénie des toiles fabriquées par les araignées. Et là, vous avez une possibilité, c'est un caractère comportemental, la façon de construire sa toile, vous avez une possibilité, cette fois, de mettre en congruence deux arbres, l'un issu des caractères morphologiques et l'autre issu des caractères éthologiques, ici la toile d'araignée. Donc, en fait, plus que les caractères, ce qui compte quand on a l'œil phylogénétique, c'est quelle est la méthode. Dans les années 50-60, une méthode qui est maintenant abandonnée quantifiait la ressemblance globale, la ressemblance maximum. Donc on mesurait par des indices
la ressemblance, par des algorithmes qui pouvaient être très très simples, hein, tirant vers la moyenne arithmétique, ou des algorithmes beaucoup plus sophistiqués, mais enfin c'était de la ressemblance globale. Puis comme la phylogénétique fait éclater la ressemblance globale, puisque des caractères sont restés pour tout organisme, des caractères qui se situent à des différents niveaux d'évolution. Nos 5 doigts de la main et du pied sont des structures qui, dans l'évolution humaine, n'ont pas changé depuis des centaines de millions d'années. Il n'y a rien de plus primitif que d'avoir 5 doigts, par exemple. En revanche, on peut dire qu'il y en a quelques zones du cerveau qui sont assez différenciées par rapport aux êtres qui ont moins de 5 doigts et donc qui se sont spécialisés, qui se sont transformés, comme le cheval, par exemple, qui est allé le plus loin dans l'évolution des doigts. La méthode est plus importante, au fond, si j'ose dire, que les caractères. Sauf qu'il y a des caractères qui peuvent être traités d'une manière pratiquement univoque. Les morphologistes sont beaucoup plus tentés par la parcimonie parce que ça met tout de suite le doigt sur le caractère à son niveau de transformation. Et en fait, on pourrait dire à la limite que le morphologiste est plus intéressé par le caractère que par les espèces qui portent le caractère. Ce qui n'est absolument pas le cas du moléculariste, qui se fiche éperdument de savoir s'il y a une cytosine à tel endroit de l'arbre. Ce qu'il veut, c'est est-ce que ce nœud-là, cet endroit-là, il est solide ou pas. Donc, maintenant, une dernière parenthèse sociologique, parce que la tyrannie des éditeurs et des modes, hein, parce qu'il y a des modes en science aussi, hein, la tyrannie fait que maintenant, vous, les morphologistes, qui faites de la morphologie depuis des siècles, il faudrait utiliser des méthodes probabilistes aussi en morphologie. Et là, à mon sens, c'est une gravissime erreur, parce que si vous codez les observations morphologiques en 0 et en 1, bon, on ne fait pas A et B, parce qu'au début, l'informatique lisait les 0 et les 1, donc 0, 1 ou 2 ou 3, s'il y a 3 états de caractère morphologiques, les 1 d'un ensemble d'observations ne sont comparables qu'en tant que transformation. Ce n'est pas la même chose. Alors que les adénines, si elles se transforment en cytosines, ce sont vraiment des cytosines. Donc dire qu'il faut traiter par des approches probabilistes les 1 des morphologistes comme les A et les T des molécularistes, à mon sens, non. Ou alors il faudrait qu'il y ait une probabilité, une fréquence qui soit propre à chaque site, ce qui est au-delà des capacités de calcul. Donc ce qu'il faudrait faire, on ne peut pas le faire. Alors, on a vu comme en moléculaire et en informatique, ce qu'on ne pouvait pas faire une année, 10 ans après, on peut le faire. Donc on verra plus tard. Donc je vais passer à la synthèse. Je remercie encore Pascal Tassi pour cet exposé. Donc je vais rappeler la question défi qui était posée initialement et qui était: le hasard est-il caché dans l'arbre phylogénétique? Et donc pour répondre à cette question, Pascal Tassi est revenu sur, pour commencer, l'histoire des arbres du vivant qui ont pu être construits depuis Lamarck en passant par Darwin jusqu'aux arbres actuels. Et il a commencé par expliquer que les arbres pouvaient s'efforcer de figurer la réalité avec tous les problèmes que cela pose, mais ils pouvaient aussi, et c'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire des sciences de la vie, représenter un scénario idéologique. Et donc c'était le cas, par exemple, de l'arbre des primates d'Huxley qui a été présenté et qui représentait en fait une forme de progrès ou une idée de progrès que constituerait l'évolution de primates insectivores jusqu'à l'homme. Et donc, pour éviter donc, ces arbres ou ces scénarios idéologiques, Pascal Tassi a présenté 2 méthodes différentes. Donc, la première possibilité, c'est de construire des arbres basés sur des clades. Donc, les clades qui sont des groupes définis par une ascendance commune. Et un principe qui peut diriger la construction de ces arbres, c'est le principe de parcimonie, qui consiste à minimiser le nombre de transformations morphologiques. Et donc, c'est une méthode qui est basée sur des observations morphologiques. Donc, on pourrait se dire que de tels arbres ne contiennent pas de hasard dans leur construction, autre que le hasard de l'évolution.
Et puis ensuite, Pascal Tassi a expliqué que la plupart des arbres actuels étaient en fait construits à partir de données moléculaires, donc de données génétiques. Or, cette méthode de travailler sur des données moléculaires, elle a l'avantage peut-être de paraître plus fiable que des observations morphologiques, mais elle fait intervenir des probabilités, et donc on arrive à des arbres qu'on appelle des arbres bayésiens ou probabilistes. Et là, on pourrait se demander, a-t-on alors fait entrer le hasard dans les arbres phylogénétiques ? Et il me semble que la réponse qui a été donnée, c'est qu'on a fait rentrer la probabilité, mais peut-être pas le hasard. Donc Pascal Tassi a conclu que dans les deux cas, donc que l'on utilise des méthodes moléculaires ou des observations morphologiques, l'arbre phylogénétique était donc pour Pascal Tassi en fait l'anti-hasard en vertu de son principe même. Et donc je voudrais juste noter que une question est revenue plus que ce qu'on pourrait croire peut-être, qui est la question de la sociologie des sciences, qu'on pouvait peut-être pas s'attendre à trouver dans cette présentation, puisqu'en fait, donc Pascal Tassi a expliqué que en tout cas dans ce qu'on entendait, dans ce qu'on recevait, par exemple à travers la presse de vulgarisation de cette science qui est la paléontologie, ou en tout cas de cet ensemble de disciplines qui travaillent sur des arbres phylogénétiques, on recevait en fait les informations les plus frappantes, et qui sont peut-être pas en fait celles sur lesquelles travaillent vraiment les scientifiques.